soutenu par un budget de 4 865,2 milliards. Dès l'entame de ce journal, les lignes forces du programme économique dévoilées ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Les défis des femmes entrepreneurs en Afrique examinés au forum ouvert ce mercredi à Yaoundé. Le 20h30 ouvre le dossier sur les grandeurs et les misères de l'entrepreneuriat au féminin sur le continent. Les défis d'une vie hors norme, celle de Diego Armando Maradona, arraché à la fleur de l'âge, le décès de la légende du football émeut la planète tout entière. L'hommage du 20h30, ce sera vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres, développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. C'est un budget taillé sur mesure, 4 865,2 milliards de francs CFA pour répondre aux urgences de l'heure au Cameroun, relancer l'économie, éradiquer le Covid-19, parachever les grands projets en cours. Pour 2021, c'est un programme économique, financier, social et culturel, jugé certes réaliste mais ambitieux, que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, présentait ce mercredi à l'Assemblée nationale. Laurentine Bekono brosse ici les perspectives de l'année 2021. 75 minutes bien comptées, c'est le temps qu'aura pris la présentation du vaste et ambitieux programme économique, financier, social et culturel, véritable boussole pour l'action gouvernementale en 2021. En amont du défi économique à relever se trouvent les défis sécuritaires et sanitaires. Depuis près de 4 ans, nos régions subissent les atrocités des groupes terroristes auxquels se sont ajoutés les ravages de la pandémie du Covid-19. C'est dans ce contexte quelque peu délétère que l'État du Cameroun s'organise à relever le défi de la relance économique. Conséquence, l'exécution de la loi de finances de l'exercice 2020 a été mise à rude épreuve. Le gouvernement a dû recourir à un correctif budgétaire. Aussi, le gouvernement propose-t-il à la représentation nationale un programme riche et ambitieux. De l'économie au culturel, en passant par le financier et le social, aucun secteur d'activité n'est oublié. Reste cependant en première ligne le Chan et la Cannes ainsi que la finalisation des grands chantiers. Dans ce contexte macroéconomique, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2021 s'équilibre en ressources et en emplois à la somme de 4 865 milliards 200 millions de francs CFA. Il est décomposé comme suit. 4 670 milliards au titre du budget général, 195 milliards 200 millions de francs CFA pour le compte d'affectation spéciale. Le budget 2021 colle de près ce projet colle de près aux réalités du Cameroun aujourd'hui et les députés saluent globalement les projections du gouvernement pour ce prochain exercice. Voici quelques réactions recueillies par Clarisse Tang. L'hémicycle de l'Assemblée nationale a fait le plein d'œuvre pour cette plénière. Il faut dire que la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement de la République, sous la conduite du très honorable Kavaï Yeguie Djibril, chef de chambre, est un moment très attendu par les représentants du peuple. Face à une conjoncture économique difficile et aux crises sanitaires et sécuritaires, le gouvernement s'est vu dans l'obligation d'activer les leviers ayant constitué un collectif budgétaire efficace. Des efforts diversement appréciés par les députés. J'ai pu retenir 2 faits saillants. Le tronçon Mbalmayo 100 000 mâts qui pourra être restructuré. Quelques artères qui concourent à la circulation et à la viabilisation de Moyo Mosala. L'exercice de la loi de finances 2020 a certainement été mis à rude épreuve en raison des répercussions économiques, financières et de la crise sanitaire, mais tout de même,
pourrais même vous reprendre certaines phrases qu'on cite exactement au même niveau du discours depuis 3, 4, 5 ans. Non. Je pense qu'il faut arrêter ça. Nous voulons un vrai sursaut. On dirait que tous les chocs qui frappent le Cameroun laissent le gouvernement dans son inertie atavique. Il a eu la hauteur d'avertir les parlementaires que l'année 2021 sera une année compliquée, difficile. Les chiffres reflètent plus ou moins la réalité. Nous ne voulons plus que le budget 2021 présente une quelconque augmentation des charges de fonctionnement de l'État. Nous allons examiner la loi de finances et nous pensons bien mieux comprendre pour pouvoir rayer au niveau du peuple. Comme la plus belle femme au monde, le gouvernement donnera le meilleur pour répondre à ces préoccupations du peuple camerounais portées par leurs représentants. Les détails de la loi de finances 2021 sont donc vivement attendus. Nos excuses pour la confusion sous certains noms, tels celui du député Joshua aussi du SDF tout à l'heure dans ce reportage. Et il faut dire que ce projet de budget 2021 prend totalement appui sur les orientations du SND 30 dans la suite de votre série sur cette nouvelle stratégie nationale du développement 2020-2030. Plein feu ce soir sur la promotion de l'emploi et de l'insertion économique. Cyril Kinga-Mbepe livre ici les clés du succès pour ce troisième pilier du programme. La politique nationale de l'emploi est définie depuis 2017 au Cameroun. Objectif, élargir et valoriser les opportunités qu'offre l'économie. La SND 30 va plus loin et prévoit le plein emploi avec une garantie à tous d'un travail décent pour un salaire égal au travail de valeur égale. La mise à niveau de la technologie, ça concerne donc le secteur privé, le secteur public lui-même aussi, les grandes entreprises et bien entendu les exploitations agricoles. La productivité, si elle augmente, la croissance va aussi forcément suivre. Il n'est plus question de former pour former alors qu'on est à 15 bornes du but fixé en 2035. On a défini le type d'économie que nous voulons avoir en 2035 et par rapport à ce type d'économie, on peut identifier naturellement les types de formations qui soient compatibles avec ce type d'économie. Faire des formations à la carte, de former les étudiants pendant 5 ans sur certains types de métiers. Le Cameroun va stimuler la croissance des micro-entreprises et des PME pour les intégrer dans le secteur formel. Des incitations sont prévues notamment en matière de fiscalité et d'accès au microcrédit. Enfin, il est annoncé l'accélération des projets à haute intensité de main-d'œuvre dans tous les investissements publics. Dans ce domaine de la formation pour la relance économique au Cameroun, l'agence de promotion des PME, les petites et moyennes entreprises, clôturait ce mercredi un atelier de renforcement des capacités de ses cadres. La session de formation ouverte lundi avait pour maître d'œuvre l'Institut des hautes études sur le gouvernement territorial et la décentralisation, des enjeux très actuels donc. Elvire Angeline Ebalé. L'accès à l'information ne sera plus un handicap pour les responsables de l'agence des petites et moyennes entreprises. La formation de 3 jours sur la méthodologie de construction des dossiers thématiques est une arme efficace pour faciliter leur accès au marché. Détecter non seulement des acteurs, donc faire une cartographie des acteurs, deuxièmement, ressortir leurs problèmes, les mettre ensemble pour qu'ils puissent résoudre d'un commun accord les problèmes de la filière. Un accompagnement fiable. L'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation accompagne l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises dans l'animation économique des bassins de production portés par les collectivités territoriales décentralisées. De quoi améliorer les filières porteuses. Et l'entrepreneuriat féminin doit jouer sa partition dans ce retour souhaité de la croissance économique au Cameroun. Le 20h30 ouvre à présent le dossier sur l'apport des femmes dans le développement à l'occasion du premier forum africain ouvert ce mercredi au Palais des Congrès par le ministre Achille Basilekin III. La mobilisation de Yaoundé dans ce reportage de Marie-Laurence Unke. Elles sont venues de Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, des Comores. Bref, les femmes africaines entrepreneurs se sont donné rendez-vous pour échanger,
montrer leur savoir-faire. Nous sommes ici pour partager l'expérience des autres femmes qui sont dans le secteur informel. Nous nous sommes dit, allons voir ce que les autres font dans l'entrepreneuriat féminin. J'ai créé l'entreprise Meral Maya qui produit les jus de fruits sans conservateur et pasteurisés. Avec cette activité, ça me permet de survivre et de pouvoir être autonome. L'occasion est donnée à la femme de se rendre beaucoup plus autonome en migrant des activités de subsistance vers l'industrie. Nous voulons déjà que les femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat pensent à structurer leurs entreprises, faire savoir aux femmes quels sont les différents guichets. Si vous avez besoin d'un financement, où aller? Nous voulons que les femmes soient mises en réseau. Plusieurs partenaires présents à ce forum sont prêts à accompagner les femmes. Nous savons combien c'est difficile pour la femme africaine d'accéder au financement et le Benelux est un pays qui favorise l'entrepreneuriat féminin et qui peut comme ça contribuer au financement. Une autre manière de booster l'économie de nos pays africains. Et c'est de plus en plus visible, ces femmes creusent leur sillon dans ce secteur de la création des entreprises en Afrique. Ici au Cameroun, de nombreuses success stories sont célébrées, même si les énormes défis refroidissent généralement l'ardeur de ces Amazones. Découvrons les grandeurs et les misères de deux pionnières de l'entrepreneuriat féminin, portrait brossé par Oswald Modon. Vu comme ça, on ne le dirait pas. Pourtant, du haut de son mètre 65, Marie-Florence On est une chef d'entreprise accomplie. Avec près de 300 employés à son compte, l'ancien professeur de géographie est devenu une redoutable femme d'affaires. Je suis allée créer une entreprise qui fait dans l'immobilier, l'agriculture, la vente du matériel de construction et aujourd'hui l'école. Odile Moukouri, quant à elle, a su trouver le bon filon dans le packaging. Sa réputation dans le secteur lui permet d'avoir dans son portefeuille client des dizaines de sociétés. Nous sommes là pour participer au développement de notre chère nation. Et n'allez surtout pas attribuer leur succès dans le monde de l'entrepreneuriat à leur genre. Pour elle, ce n'est ni un atout ni un inconvénient. Le monde n'est pas du tout gentil avec les femmes, le monde de l'entrepreneuriat. Malheureusement, on va toujours rapprocher votre succès ou votre évolution à l'intervention d'un homme. C'est une histoire de compétences. Il faut être à l'endroit juste, avec des compétences justes. Leurs défis viennent d'ailleurs, des défis sources de motivation pour les deux Amazones. J'ai su transformer les obstacles en avantages. Les jalousies entrent en jeu, les coups bas entrent en jeu. Les deux femmes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Marie-Florence est déterminée à ajouter de nouvelles cordes à son arc et 2021 s'annonce pour elle comme une année charnière. Son entreprise devrait s'enrichir de 2 nouvelles sociétés. Des femmes fortes au front, mais des femmes également fragilisées par toutes sortes de violences machistes. Et voici, cette année encore, les 16 jours contre les violences faites aux femmes. C'est la 14e édition de cette campagne qui était lancée ce 25 novembre. Par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le thème colle à l'actualité et appelle à lutter contre les conséquences socio- et économiques du Covid-19 sur les femmes et les filles. Une déferlante de la couleur orange, symbole de cette campagne. Daniel Menanga. Malgré les jugements, Daphné, artiste musicienne, multiplie les partages de son expérience. Victime de viol, très jeune. J'en vous traite de menteuses et de prostituées. Comme moi, je voulais aussi dire aux femmes que ça ne peut pas être facile. La sortie du silence a valu le premier prix Simone Veil de la République française en 2019 à Aïssa Doumara, victime de mariage forcé. Des visages, mais pas encore un chiffre sur les violences au Cameroun. On ne peut pas mettre un chiffre sur les violences si elles ne sont pas dénoncées. Tout le monde, chacun de vous, vous et moi, nous sommes tous interpellés pour dénoncer et agir. La venue d'un monde orange, sans violence, passe aussi par l'autonomisation des femmes et des filles. L'État et ses partenaires au développement viennent de mettre le pied à l'étrier aux plus vulnérables.
Le 20h30 en Orange est solidaire avec ces femmes ce soir. Allons voir dans l'enseignement supérieur, l'actualité, c'est cette nouvelle cuvée de chargés de cours, de maîtres de conférences et de professeurs titulaires qui est en gestation. 279 dossiers au total sont sur la table des maîtres depuis ce mercredi à l'École normale supérieure de Yaoundé. La cérémonie d'ouverture de ces 43e et 44e sessions, c'était sous la houlette du ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo. Voici les enjeux de ces sessions avec Évariste Yenga. Faire éclore le génie plutôt que de l'étouffer. Ne pas confondre évaluation et matraquage, mais relever les insuffisances. Voilà quelques-unes des recommandations du président du comité consultatif des institutions universitaires, le ministre d'État Jacques Famdongo, aux évaluateurs des 679 candidats au changement de grade. Se montrer objectif, d'essayer d'être dans leur évaluation le plus juste possible. L'effectif des candidats est pléthorique. 260 aspirants au grade de chargé de cours, 305 à celui de maître de conférence et 165 pour professeurs titulaires. L'évaluation de chacun s'appuie sur la prestation académique et les publications universitaires. Les évaluations sont en cours dans ces bâtiments de l'École normale supérieure de Yaoundé. Les auditions aussi. Il y a une lueur d'espoir pour les multiples docteurs en situation de chômage. Une session spéciale est consacrée au recrutement de 2000 enseignants. C'est une prescription du chef de l'État. Élection régionale au Cameroun, la toute première édition. Nous sommes à jour J-11 globalement et on opérait ce mercredi les derniers réglages à Elecam dans la perspective de ces élections. Le conseil électoral de ce mercredi passait donc en revue l'état de distribution du matériel électoral dans les 272 bureaux de vote répartis à travers le territoire national. Le point des travaux et d'autres sujets débattus avec Augustin Guizana. C'est l'ultime session de plein droit de l'ECAM qui se tient à 10 jours de l'élection des tout premiers conseillers régionaux au Cameroun. Les membres du conseil électoral ne veulent laisser aucune faille. Priorité aux régions en proie à la crise sociopolitique, le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi les autres régions. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur la formation des différents présidents des bureaux de vote et les membres. Les membres du conseil électoral vont délibérer sur les différentes commissions de supervision de cette élection. Les rapports des différentes missions d'évaluation du processus électoral ont été également présentés. Nous avons un total de 24 312 électeurs pour les deux collèges. Nous avons 272 bureaux de vote. Pour ces régionales 2020, et sous réserve du verdict de la Cour suprême sur certaines affaires pendantes, le fichier de l'ECAM enregistre 14 partis politiques en lice et 105 listes de candidats représentants du commandement traditionnel. Tous à la conquête de 700 sièges pour les uns et 200 sièges de conseillers régionaux pour les autres. Parlons santé, le gouvernement est en ordre de bataille contre les vers intestinaux et autres bilharzioses, des maladies qui touchent des millions de Camerounais. Et les deux secrétaires d'État à la santé et à l'éducation de base lançaient la campagne nationale de déparasitage hier mardi à Ayos. Notre reporter Joël Igor Rabanda revient d'Union Info. Les enfants d'âge scolaire constituent le groupe le plus vulnérable et le plus atteint par ces parasitoses. C'est le cas de l'arrondissement d'Ayos, où plus de la moitié des élèves du primaire souffrent des vers intestinaux. Cette campagne vise à déparasiter 7 400 000 enfants sur tout le territoire camerounais. Et au fil des années, on a noté une baisse significative de la prévalence des vers intestinaux et de la bilharziose au Cameroun. Ici à l'école primaire publique d'Ayos, 1400 élèves ont bénéficié du déparasitage, tout comme ceux des 45 autres écoles publiques de l'arrondissement. La secrétaire d'État du ministère de l'Éducation de base, Achiri Kilo, indique d'ailleurs que ces parasitoses affectent la santé scolaire des élèves. Le ministère de la Santé publique a lancé le programme national de lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases en 2003. À travers ce programme, on dénombre déjà 122 millions de traitements cumulés pour la bilharziose et les vers intestinaux entre 2006 et 2019 au Cameroun. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement
à l'ensemble de la communauté. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, le dispositif de surveillance se renforce dans les établissements secondaires. Des contrôles inopinés sont annoncés. Il s'agit de vérifier sur le terrain le respect des mesures barrières. Allons voir tout cela avec Évariste Yenga et son invité qui nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique, ici à Yaoundé-Messa. Bonsoir. Qu'est-ce qui va être exactement fait dans ces établissements secondaires? Il a une visée positive, cet acte du ministre des Enseignements secondaires, acte qui justement a pour objectif d'instaurer l'obligation du port systématique des masques, l'admission dans les enceintes scolaires des élèves uniquement qui portent leurs masques et puis des visites inopinées. Ce sont des mesures qui s'ajoutent à une batterie de mesures et restrictions prescrites par le gouvernement et les autorités médicales du Cameroun. Et les médecins ont meilleure perception de ces nouvelles mesures. Je reçois ce soir le docteur Joseph Fokam. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous êtes virologue en service à la Fondation Chantal Biya. Comment vous percevez cela? Quels sont les problèmes que ces nouvelles mesures peuvent résoudre? En fait, Évariste, dans cette quatrième phase opérationnelle de notre riposte contre la Covid-19, certaines mesures ont été prises pour la réouverture sécurisée des écoles. Et parmi ces mesures, il y a par exemple le lavage systématique des mains avec du savon dans les écoles pour tous les élèves. Il y a aussi le port du masque qui est aussi obligatoire pour tous les élèves au niveau secondaire et aussi pour les étudiants aux universités. Par contre, on s'est rendu compte que le respect de ces mesures barrières n'est pas mis en place et comme conséquence directe, nous observons déjà des nouveaux cas de positifs dans les écoles secondaires, dans les universités, mais aussi étonnamment même dans les écoles primaires. Raison pour laquelle il est important que nous mettions sur place des mesures un peu plus répressives pour nous rassurer qu'on n'ait pas cette deuxième vague qui est déjà proche dans nos portes. Et justement, le ton même de cet acte de Madame le ministre semble répressif. Il ne s'agit plus d'une négociation, elle prescrit des visites inopinées. Cela suppose que quelque chose n'a pas marché avant cela. Oui, évidemment, Évariste, on a pris la peine de communiquer, de sensibiliser, mais nous nous rendons compte que le respect de ces mesures n'est pas réellement mis en place, alors on est obligé de passer un peu à notre niveau pour nous rassurer qu'on pourrait réellement protéger nos populations. Et donc dans ce contexte, il est important que nous puissions surveiller, il est important que les parents puissent se rassurer que les enfants qui sortent de la maison aient réellement leur masque et qu'une fois à l'école, que l'enfant aussi s'aligne à ces mesures barrières qui, naturellement, dans toutes les écoles, il y a des points d'eau avec du savon. Il y a également un responsable Covid dans toutes les écoles, qu'on puisse les respecter et on pense qu'avec ces mesures, on pourrait réellement contrôler la Covid-19. Docteur Fokam, merci infiniment pour ce énième passage lors de ce direct. Il faut comprendre l'élément déclencheur de cet acte de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Quelques élèves ont été testés positifs. Merci Évariste et merci également au docteur Joseph Fokam. Et ces avertissements pour le renforcement des mesures barrières anti-Covid s'adressent également aux établissements scolaires de la région de l'Ouest où l'on constate une forte résurgence de la pandémie. Mais pour l'heure, ces établissements scolaires s'attellent à l'apprentissage des TIC, des élèves qui viennent de recevoir du matériel informatique et des bourses de formation, un don de la Global Capacity Building Foundation. Voici Jacques Bonjao et Armand-Claude Abanda, main dans la main pour l'avènement de la société numérique au Cameroun. Wilfried Koto. 4 lycées pilotes de ce département bénéficiaires d'un don en matériel informatique constitué d'un kit complet de 30 ordinateurs pour chaque lycée, 4 modems avec connexion Internet,
4 imprimantes, photocopieurs, scanners. À l'ère de la grande conversion numérique impulsée par le président de la République, nous nous sommes sentis interpellés pour travailler avec les jeunes des lycées des hauts plateaux. Nous voulons en même temps former ceux-là qui vont pouvoir créer des entreprises numériques de demain. Au-delà du matériel informatique, les jeunes de ces lycées ont bénéficié de 200 bourses de formation au TIC grâce à l'IAI qui a donné son mention à ce programme. C'est une action qui va prospérer. Former la jeunesse pour la maîtrise des outils numériques, c'est travailler pour la création de richesses. Capitaliser ces acquis qui leur permettront de saisir les opportunités que offre le numérique. Dans l'extrême nord, c'est l'opération Village Orange, la Fondation Orange Cameroun qui vient de réhabiliter et d'équiper l'école publique et le centre de santé de Mounour. C'est dans le Mayokani où nous retrouvons Aladji Mustafa. L'école publique de Moumour, dans l'arrondissement de Kaili, département du Mayokani, affiche désormais fière allure grâce à la Fondation Orange qui l'a réhabilitée et équipée. Les murs étaient fendillés et les enfants se communiquaient à travers le mur. Maintenant, nous sommes vraiment dans des beaux bâtiments avec des tables bancs aussi en bois rouge. La même action a été menée ici au centre de santé intégré de Moumour qui, en plus, a reçu du matériel hospitalier de la Fondation Orange. La population va les prendre en charge normalement. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. On les dit grandement merci. Une œuvre humanitaire qui rentre dans le cadre du projet Village Orange. Le concept du Village Orange mené par la Fondation Orange consiste en la satisfaction des besoins de base d'une communauté. Nous parlons là de l'approvisionnement en eau potable, de l'accès à une éducation et aux soins de santé de qualité. Outre cela, des blocs de latrines et des forages ont été construits par la Fondation Orange à l'école publique et au centre de santé intégré de Moumour. Un partenariat public-privé salué par le secrétaire général des services du gouverneur qui a présidé la cérémonie d'inauguration. La Fondation Orange, qui mène ses activités au Cameroun depuis 2009, a d'autres projets pour l'année 2021. Pour ce qui est du projet Village en particulier, nous avons déjà mené cet exercice dans 6 différentes régions. Il nous en reste 4 et nous allons procéder bien sûr à l'inauguration d'au moins un projet Village au cours de l'année 2021. Il est prévu par exemple l'électrification solaire du centre de santé d'Mbang Fulbe, où nous avons réalisé un village en 2018. Des actions humanitaires de la Fondation Orange qui viennent ainsi améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales. Allons dans le littoral où le plan de développement de la Sokarto est désormais validé par le ministre des Mines. Gabriel Dodondoke était en visite sur le site de cette société camerounaise de cartonnage et de matériel scolaire. Retrouvons pour des précisions à Douala, Christ Patricia Louloga. Créé en 1971 sur 3 hectares dans ce qui deviendra plus tard la zone industrielle de Douala-Bassa, la société camerounaise de cartonnage et de fourniture de matériel scolaire et de bureaux, Sokarto SA, alimente depuis 49 ans l'Afrique centrale et particulièrement le Cameroun en emballage de tout type. Aujourd'hui, l'industrie camerounaise arrive à maturité et a besoin aussi, dans le contexte actuel, de fortifier ses positions. Et nous pouvons compter sur le soutien de l'État à travers le ministère de l'Industrie. L'arrivée sur le marché depuis 2014 de plusieurs cimenteries a donné lieu à un triplement de l'offre et porté la demande en sac à 90 millions d'unités. Sokarto SA a donc développé une stratégie pour répondre à cette demande en renforçant ses unités consacrées à la production d'emballage pour ciment. Depuis 50 ans, l'entreprise produit de l'emballage papier, de l'emballage qui est biodégradable. Nous avons une carte importante à jouer dans le développement de la filière ciment au Cameroun. Durant cette visite, l'entreprise Sokarto SA a présenté ses doléances. Qui nous appuie plus pour que nos productions locales soient valorisées.
pour que nous nous émancipions plus vite au niveau de l'industrie locale. L'entreprise à capitaux 100% camerounais avec un effectif de 75 employés locaux est dirigée par le fils et homonyme de l'industriel camerounais, le regretté Samuel Ndjanga Kondo. La page des sports en page triste, Diego Maradona n'est plus. La légende du football mondial a définitivement rangé ses godasses ce mercredi à 60 ans des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Le meneur de jeu argentin aura inspiré plusieurs générations de footballeurs. Le monde du football qui garde de lui l'image d'un footballeur extraordinairement doué et talentueux. L'évocation de Germain-Noël Essengé. Il n'a pas marqué 1000 buts comme le roi Pelé, mais il a marqué son époque. Déjà à l'âge de 12 ans, Maradona déclarait avoir 2 rêves, jouer et gagner une Coupe du Monde. Rêve réalisé avec panache en 1986 où il éclabousse le monde entier de son immense talent. El Pipo del Oro vit et respire le football, au point que certains observateurs le mettent sur la même balance que Pelé. Outre ses qualités techniques hors du commun, il y ajoute efficacité, robustesse, aidée par un centre de gravité très bas qui déroute toute défense adverse. Sur le terrain, Maradona est tout un spectacle. Audace, provocation, ruse lui sont légion. Le Cameroun rentre dans l'histoire pour l'avoir muselé au Mondial 90. Diego a gardé de la sympathie pour les Lions indomptables. La preuve, son tweet lors du décès de Stephen Tato, le capitaine des Lions. La légende argentine s'est aussi fait remarquer par ses frasques, faisant de lui un homme toujours d'actualité. Tout compte fait, le numéro 10 argentin restera en tout temps et en tout lieu un génie du ballon rond dont le talent reste encore inégalé. Et on dit toutes nos condoléances là-bas à l'Argentine et à l'ensemble de la planète foot. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement que le projet de loi de finances 2021 est désormais sur la table du Parlement. Un projet de budget annoncé à 4 865,2 milliards de francs CFA. Le programme économique, financier, social et culturel du Cameroun pour cette année 2021 était présenté ce mercredi au Parlement à l'Assemblée nationale, précisément par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le journal était préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue et de Augusta Ngononga. Notre journal pour vous, ce sera à minuit, présenté par Dieudonné Sra et Gilbert Ongene. Retrouvez pour l'immédiat l'édition bilingue du journal des régionales. Retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou dans quelques minutes seulement. Je vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.